Il existe des hommes dont la plume est plus tranchante qu'un couteau de boucher, capables de dépecer une réputation en 3 adjectifs et de fermer un établissement centenaire d'un simple point-virgule. Julien de Lassalle était de ceux-là. On l'appelait l'empereur du palais, un homme qui avait goûté aux truffes blanches d'Alba sur des yachts privés et au caviar impérial dans des palais moscovites. Il pensait tout savoir du goût, de la texture, de l'harmonie. Il pensait que la perfection se trouvait dans la complexité, dans la rareté, dans l'exclusivité. Il se trompait. Il allait découvrir, au milieu d'une tempête de neige, dans le réfectoire humide d'une école oubliée de la République, que le véritable goût n'est pas celui qui flatte l'ego, mais celui qui réveille l'âme. C'est l'histoire d'une chute, d'une humiliation et d'une résurrection par une cuillère de soupe aux choux. Avant de plonger dans ce voyage culinaire et humain, si vous pensez que les vraies valeurs se perdent dans notre monde d'apparence et que le retour à l'essentiel est une nécessité, prenez un instant pour cliquer sur le pouce levé. Rejoignez cette chaîne en vous abonnant, car ici, nous ne racontons pas seulement des histoires. Nous explorons ce qui reste de l'humain quand on retire le décor. Paris, un mardi soir pluvieux de novembre. Dans le restaurant, l'Orchidée Noire, 3 étoiles au Michelin, le silence était religieux. Ce n'était pas le silence de la paix, mais celui de la terreur. À la table centrale, Julien de Lassalle portait une bouchée de riz de veau à ses lèvres. Le chef, un homme qui avait hypothéqué sa maison pour ouvrir ce lieu, observait depuis la cuisine, la sueur au front, le cœur battant la chamade. Julien mâcha lentement. Il ferma les yeux. Puis, il reposa sa fourchette avec un bruit métallique qui résonna comme un coup de feu dans la salle feutrée. Il sortit un petit carnet en cuir noir, son arme de destruction massive, et griffonna 3 mots. Il ne sourit pas. Il fit signe au serveur de débarrasser. L'assiette était pleine à 90%. Le verdict était tombé. Le lendemain, la critique parut dans le Gastronome parisien. Le titre était assassin, l'orchidée fan avant d'éclore. Julien y décrivait la cuisine comme une prétention bourgeoise sans âme, une symphonie jouée par des musiciens sourds. C'était brillant, c'était cruel, c'était du pur Lassalle. Il lisait son propre article à l'arrière de sa berline avec chauffeur, un sourire suffisant aux lèvres. Il aimait ce pouvoir. Il aimait l'idée qu'il était le gardien du temple, celui qui séparait le bon grain de l'ivraie. Pour lui, la nourriture n'était pas une nécessité. C'était un art intellectuel. Il avait oublié la faim depuis des décennies. Il ne connaissait que l'appétit, ce désir capricieux des riches. Son téléphone sonna. C'était son éditeur. « Julien, magnifique papier sur l'orchidée. Tu les as tués. Écoute, j'ai une mission pour toi. Un jeune chef prodige vient d'ouvrir une auberge néo-rustique dans le Massif central. On parle d'un retour aux sources, blablabla. Je veux que tu ailles voir. Démolis-le ou sacre-le, mais il me faut ça pour l'édition de Noël. » Julien soupira. La province. La boue, les gens mal habillés, les routes interminables. Le Massif central en hiver. Tu veux ma mort, Pierre ? Je veux ton talent, Julien. Prends la voiture, vas-y, fais l'aller-retour. C'est à Saint-Alban-sur-Limagnole. Un trou perdu, mais le chef est un ancien de chez Ducasse. Julien accepta à contre-cœur. Il voyait cela comme une corvée, une expédition punitive en terre barbare. Il ne savait pas que le destin, ce chef cuisinier invisible, lui préparait un plat qu'il ne pourrait pas refuser. Il fit préparer sa valise, costumes en laine froide, écharpes en cachemire, bottines en cuir italien inadaptées à la neige. Il partait conquérir, armé de son arrogance, ignorant que la nature se moque des critiques gastronomiques. La route vers le sud fut d'abord monotone, puis inquiétante. À mesure que la berline de location, une Allemande puissante et sécurisante, s'enfonçait dans les terres de Lozère, le ciel changea de couleur. Il passa d'un gris parisien à un blanc laiteux, menaçant, lourd. Le GPS indiquait encore 2 heures de route quand les premiers flocons commencèrent à tomber. Ce n'étaient pas les jolis flocons des cartes postales de Noël. C'étaient des paquets de glace, compacts, fouettés par un vent latéral violent. La Burle, ce vent du nord redouté des anciens, se levait. Julien, isolé dans son habitacle chauffé à 21 degrés, écoutait du jazz, en ignorant les panneaux d'avertissement. Il était un homme urbain. Pour lui, la météo était une information, pas une menace vitale. Mais la route devint rapidement une patinoire. Les virages se resserrèrent. La visibilité tomba à 10 mètres, puis à 5. La voiture, malgré toute sa technologie,
commença à chasser de l'arrière. Julien sentit une première pointe d'inquiétude, une sensation désagréable au creux de l'estomac qui n'avait rien à voir avec la digestion. Il tenta d'appeler son éditeur pour se plaindre, mais il n'y avait plus de réseau. « Zone blanche !» afficha l'écran. Une insulte pour un homme connecté en permanence. Soudain, dans un virage en épingle, une forme surgit du blizzard. Un arbre, abattu par le poids de la neige, barrait la route. Julien écrasa le frein. L'ABS vibra violemment sous son pied. La voiture glissa, inexorablement, comme au ralenti. Elle évita l'arbre de justesse, mais partit en tête à queue et finit sa course dans le fossé, s'enfonçant mollement dans 1 mètre de poudreuse. Le silence retomba, seulement troublé par le sifflement du vent. Julien était indemne, mais furieux. Il tenta d'ouvrir la portière. La neige bloquait l'ouverture à mi-course. Il s'extirpa du véhicule, ses chaussures de luxe s'enfonçant immédiatement dans la neige glacée. Le froid le saisit comme une morsure physique, brutale. Il était seul, au milieu de nulle part, dans une tempête qui effaçait le monde. Il vit au loin une vague lueur jaune tremblotant dans la tempête. Une maison, un village, il n'avait pas le choix. Il devait marcher. Chaque pas était un combat. Le vent lui brûlait le visage. La neige s'infiltrait dans son col, mouillant son cachemire hors de prix. L'homme qui jugeait le confort des fauteuils de restaurant luttait maintenant pour ne pas geler sur place. Il marcha pendant ce qui lui parut être des heures, bien que ce ne fût que 20 minutes. La lueur se précisa. Ce n'était pas une auberge de luxe. C'était un petit bâtiment en pierre, austère, avec un drapeau français claquant furieusement au vent, au-dessus du porche. Une école communale. Julien poussa la lourde porte en bois et s'effondra presque dans le hall. La chaleur le frappa au visage, une chaleur humide, chargée d'odeurs de laine mouillée, de soupe et de bois brûlé. Il n'était pas seul. Le hall et le couloir principal de l'école étaient encombrés de lits de camp, de couvertures et de gens. Des dizaines de personnes. Des automobilistes bloqués comme lui, mais aussi des habitants des fermes isolées dont l'électricité avait été coupée. C'était un centre d'hébergement d'urgence improvisé. Un pompier volontaire, un homme robuste à la barbe rousse, s'approcha de lui. « Encore un naufragé de la route ? Vous n'êtes pas blessé ?» Julien se redressa, tentant de retrouver un peu de sa superbe, malgré son manteau trempé et ses cheveux collés par le gel. « Je suis Julien de la Salle, critique gastronomique. Ma voiture est dans le fossé. J'exige un téléphone satellitaire ou un moyen de transport pour l'hôtel le plus proche. » Le pompier le regarda avec un mélange d'amusement et de pitié. « Monsieur, les routes sont fermées. Les lignes sont coupées. Personne ne sort d'ici avant demain. Au mieux, il n'y a pas d'hôtel. Il y a le gymnase ou le réfectoire. Prenez une couverture. Il en reste quelques-unes près du radiateur. Dormir ici, sur un lit de camp? Vous ne savez pas à qui vous parlez? Je parle à un homme qui a froid et qui aura bientôt faim, répondit le pompier sans s'émouvoir. Allez au réfectoire. La mère Solange prépare à manger pour tout le monde. Julien était outré. C'était un cauchemar. Il se dirigea vers le réfectoire non pas pour manger, mais pour s'asseoir loin de la populace. La salle était vaste, carrelée de blanc, éclairée par des néons vacillants alimentés par un groupe électrogène. De longues tables en formica étaient alignées. Le bruit était assourdissant, des enfants pleuraient, des vieux toussaient, des gens parlaient fort pour masquer leur angoisse. L'odeur était forte, un mélange de javel et de cuisine institutionnelle. Julien s'assit au bout d'une table, isolé. Il observa ses voisins. Un camionneur polonais, une famille avec 3 enfants en bas âge, un couple de retraités inquiets pour leur chien. Il se sentait comme un aristocrate jeté dans la fosse aux lions. Il regarda ses mains manucurées, tremblantes de froid et de rage. Il avait faim, une faim réelle, douloureuse, qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Mais il se jura de ne rien avaler de ce qui sortirait de cette cuisine. Il préférerait jeûner plutôt que d'insulter son palais avec de la nourriture de cantine. Au fond du réfectoire, une double porte battante donnait sur la cuisine. De là sortait une vapeur dense et une femme. Solange. Elle n'avait rien d'un chef étoilé. C'était une femme d'une 60aine d'années, solide comme un chêne, avec des bras épais marqués par le travail et un visage rond et rougeau, encadré par une charlotte hygiénique de travers. Elle portait un tablier blanc taché de bouillon et de graisse. Elle ne marchait pas, elle chargeait,
portant une immense marmite en aluminium cabossée qu'elle posa avec fracas sur la table de service. « Allez, on ne se bouscule pas !» cria-t-elle d'une voix qui aurait pu couvrir le bruit de la tempête. « Il y en aura pour tout le monde. Les enfants d'abord, les vieux ensuite, les costards-cravates à la fin. » Elle croisa le regard de Julien. Il la regarda avec un mépris non dissimulé. Elle soutint son regard, nullement impressionnée, et haussa un sourcil broussailleux. « Toi là-bas, le Parisien, tu as l'air d'avoir avalé un parapluie. Viens prendre un bol, ça te décoincera. » Julien se raidit. L'apostrophe publique était insupportable. « Je ne mange pas ça, » dit-il assez fort pour être entendu. « Je préfère attendre que la situation se rétablisse. Mon estomac est habitué à une certaine qualité. » Un silence gêné tomba autour de lui. Le camionneur polonais renifla de rire. Solange s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha de lui, une louche à la main comme un sceptre. « La qualité ?» dit-elle en riant. « Mon pauvre monsieur, ici, la qualité, c'est que c'est chaud et que ça tient au corps. On ne fait pas de la mousse de petits pois sur lit d'ardoise. On nourrit des gens qui ont froid. Si tu es trop bien pour ma soupe, tant pis pour toi. Mais ne viens pas pleurer quand ton ventre gargouillera plus fort que le vent. » Elle tourna les talons et commença à servir. Julien observa le rituel. Elle versait une louche d'un liquide épais, grisâtre et fumant dans des bols en plastique orange. Les gens la remerciaient, comme si elle leur offrait de l'or. Il vit les visages se détendre après la première gorgée. Il vit les épaules s'affaisser, les sourires revenir. C'était primitif, pensait-il. C'était de la nourriture de bétail pour des gens désespérés. Mais l'odeur, une odeur insidieuse commença à arriver jusqu'à lui. Ce n'était pas l'odeur de Javel qu'il avait cru sentir. C'était autre chose. Une odeur de choux confits, de lard fumé au bois de hêtre, de thym sauvage et de laurier. Une odeur terrienne, puissante, archaïque. Contre sa volonté, sa bouche s'inonda de salive. Son corps trahissait son esprit. Il était coincé dans cet enfer de formica et le diable tentateur était une cantinière en sabots orthopédiques. 2 heures passèrent. La tempête redoublait de violence dehors, faisant trembler les vitres du réfectoire. L'électricité coupa 2 fois, plongeant la salle dans le noir, avant que le générateur ne reparte en toussant. Julien n'en pouvait plus. Il avait froid aux os, son estomac ne gargouillait plus, il se tordait de crampes violentes. L'orgueil est une armure solide, mais la biologie est un acide qui finit toujours par la ronger. Il vit que la queue devant le comptoir avait disparu. Tout le monde avait mangé. Solange essuyait le comptoir. Il restait un fond dans la marmite. Julien se leva. Ses jambes étaient raides. Il s'approcha du comptoir, essayant de garder une démarche digne, ce qui était ridicule dans ce contexte. Il arriva devant Solange. Elle ne leva pas les yeux tout de suite, continuant de frotter une tache imaginaire. « Il en reste ?» demanda Julien, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Solange leva la tête. Ses yeux, d'un bleu délavé, pétillaient d'une intelligence malicieuse. Elle ne l'humilia pas davantage, elle savait reconnaître la fin. Il reste le fond, c'est le meilleur. C'est là que le goût se cache. Elle prit un bol en plastique, le dernier propre, et racla le fond de la marmite. Elle ne servit pas ça n'importe comment. Julien, avec son œil d'expert, nota le geste. Elle prenait soin de mettre un morceau de lard, un morceau de pomme de terre et beaucoup de bouillon. Elle attrapa ensuite une tranche de pain bis, un pain grossier à la croûte épaisse, qu'elle posa sur le bord du plateau. « Tiens, mange, et tais-toi. » Julien prit le plateau. Il était chaud. La chaleur traversa le plastique et réchauffa ses mains gelées. C'était déjà une sensation exquise. Il retourna s'asseoir, seul, sous la lumière crue. Il regarda le contenu du bol. Visuellement, c'était un désastre pour un critique gastronomique. Des morceaux irréguliers, une couleur brune indéfinissable, des yeux de graisse flottant à la surface. Aucun dressage, aucune finesse. Il prit la cuillère en inox, rayée par des années d'usage scolaire. Il la plongea dans le bouillon. Il la porta à ses lèvres, s'attendant au goût salé et industriel des cubes de bouillon bon marché. C'est à ce moment précis, alors que le liquide touchait sa langue, que le monde de Julien de la Salle bascula. Si vous avez déjà ressenti ce moment où une certitude s'effondre pour laisser place à une vérité plus grande, restez avec nous. Car ce qui suit n'est pas une dégustation, c'est une révélation.
Abonnez-vous pour comprendre comment le simple peut parfois foudroyer le complexe. La première chose fut le bouillon. Ce n'était pas de l'eau aromatisée, c'était un élixir. Il y avait la douceur du chou qui avait cuit si longtemps qu'il avait presque fondu, donnant une texture veloutée, presque sucrée. Puis vint le sel, mais pas le sel agressif de la mer, le sel profond du lard, un goût fumé, boisé, qui évoquait des cheminées anciennes et des forêts d'automne. Et enfin, une note herbacée, subtile, presque mentholée, que Julien n'arrivait pas à identifier immédiatement. Il resta figé, la cuillère en l'air. Ses yeux s'écarquillèrent. Ce n'était pas bon, c'était bouleversant. Il prit une deuxième cuillère avec un morceau de pomme de terre. La pomme de terre n'était pas farineuse. Elle s'écrasait contre le palais, imprégnée du jus de la viande, fondant littéralement. Soudain, le réfectoire disparut. Le bruit des enfants, le ronflement du camionneur, le froid, tout s'effaça. Julien n'était plus un homme de 55 ans en costume italien. Il avait 7 ans. Il était dans la cuisine de sa grand-mère, dans une ferme du Berry qu'il avait reniée en montant à Paris pour devenir quelqu'un. Il revit la nappe à carreaux rouges. Il revit les mains de sa grand-mère, tachées de terre, épluchant les légumes. Il sentit cette même chaleur, cette même sécurité absolue. C'était le goût de l'amour inconditionnel. Le goût d'une époque où il n'avait pas besoin de juger pour exister. Où il lui suffisait d'ouvrir la bouche pour être nourri et aimé. Une larme, une seule, coula sur la joue de Julien. Elle glissa le long de son nez et tomba dans la soupe. Il ne l'essuya pas. Il mangea avec une avidité qu'il ne se connaissait plus. Il rompait le pain grossier et le trempait dans le jus, sauçant le bol jusqu'à la dernière goutte. Il racla le plastique avec sa cuillère, cherchant encore une molécule de ce souvenir liquide. Quand il eut fini, il reposa la cuillère. Il tremblait. Non plus de froid, mais d'émotion. Il venait de manger le meilleur plat de sa vie. Non pas le plus technique, ni le plus cher, mais le plus vrai. Et cela avait été cuisiné dans une cantine scolaire par une femme qu'il avait traitée de moins que rien. Julien se leva. Il ne marchait plus avec arrogance, mais avec une sorte d'urgence fébrile. Il devait comprendre. Son esprit analytique essayait de reprendre le dessus, de disséquer le pourquoi. Comment une soupe paysanne pouvait-elle surpasser les créations des meilleurs ouvriers de France? Il retourna vers le comptoir. Solange rangeait les ustensiles. « Alors » grommela-t-elle sans se retourner. « Tu n'es pas mort ?»« Madame » commença Julien. Sa voix était différente, humble. « Qu'avez-vous mis dedans ?» Solange se retourna, essuyant ses mains. « Du chou, des patates, du lard, de l'eau. Qu'est-ce que tu crois, que j'ai des épices de l'Himalaya ?»« Non » insista Julien. « Il y a autre chose. Une herbe, un goût, vert, un peu comme du céleri mais plus sauvage. » Solange le regarda avec un début de respect. L'homme avait du palais, après tout. « C'est de la livèche, l'herbe à Magui, comme on dit ici. Elle pousse dans le jardin de l'école, juste derrière, à l'abri du mur sud. J'en mets toujours une branche. C'est le secret de ma mère. La livèche. Bien sûr. Une plante ancienne, oubliée des grands restaurants qui préféraient la coriandre ou le yuzu. Et le lard ? Demanda Julien. Il n'est pas du commerce. C'est le lard de Monsieur Vidal, le fermier d'à côté. Il fume ses cochons au bois de genévrier. Il me le donne pour la cantine parce que je laisse ses petits-enfants reprendre 2 fois du dessert. C'est du troc. Julien s'appuya contre le comptoir. Tout s'expliquait. Ce n'était pas une recette, c'était un écosystème. Les légumes venaient d'ici, la viande venait d'ici, l'herbe poussait derrière le mur. Et la cuisinière, elle ne cuisinait pas pour impressionner, ni pour gagner des étoiles. Elle cuisinait pour nourrir. L'intention était radicalement différente. « Vous savez qui je suis ?» demanda Julien doucement. « Je m'en fiche de qui tu es, » répondit Solange. « Ici, tu es un estomac comme les autres. Et vu comment tu as saucé ton bol, tu es un estomac qui avait besoin de réconfort plus que de nourriture. » Julien resta dans la cuisine. Pour la première fois de sa carrière, il ne prit pas de notes. Il n'en avait pas besoin. Tout était gravé dans sa mémoire. Il regarda Solange travailler. Elle préparait déjà le petit déjeuner du lendemain pour les naufragés. Du café dans des grands pichets, des tartines. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-il. «
Vous pourriez travailler dans de vrais restaurants. Vous avez la main, une main incroyable. » Solange s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. « C'est ça, un vrai restaurant, mon garçon. Restaurer, réparer les gens. Quand les gamins arrivent ici à midi, certains n'ont pas mangé le matin. Certains ont des parents qui se battent. D'autres ont froid parce qu'ils n'ont pas de bon manteau. Quand ils mangent ma soupe, pendant une demi-heure, ils vont bien. Ils sont au chaud. Ils sont aimés. C'est ça mon métier. Le reste, vos étoiles, vos guides, vos médailles, c'est du vent. C'est de la décoration pour les gens qui s'ennuient. » Julien reçut ces mots comme une gifle salutaire. Elle avait raison. Il avait passé sa vie à juger le décor, oubliant l'essentiel. Il avait célébré des chefs qui intellectualisaient à la carotte, tout en méprisant ceux qui la faisaient dépousser. « L'école va fermer, tu sais, » ajouta Solange soudainement, sa voix se voilant légèrement. « Comment ça ? Le maire dit que ça coûte trop cher, la cantine, le chauffage. Il veut envoyer les petits en bus à la ville voisine, à 20 km, de la cuisine centrale. Des barquettes en plastique réchauffées au micro-ondes, plus de livèche, plus de lard de Vidal, de la bouffe d'usine. » Elle soupira, un soupir lourd et triste. « C'est peut-être ma dernière tempête ici. » Julien sentit une colère monter en lui, une colère noble, qu'il n'avait pas ressentie depuis ses débuts dans le journalisme. Pas la colère du critique déçu par un soufflet retombé, mais la colère du citoyen face à l'injustice. On allait détruire ce petit miracle d'humanité pour des questions budgétaires. On allait remplacer la soupe de Solange par de la bouillie industrielle. Il regarda la vieille dame. « Non, » dit-il fermement, « ça ne se passera pas comme ça. » Solange le regarda sceptique. « Et qu'est-ce que tu vas faire, le Parisien ? Tu vas insulter la neige pour qu'elle s'arrête ? Non, je vais faire ce que je sais faire de mieux. Je vais écrire. Mais pour la première fois, je vais écrire pour construire, pas pour détruire. Si vous pensez que certaines traditions méritent d'être défendues, que le goût de l'enfance est un patrimoine aussi important que les cathédrales, partagez cette histoire. Faites-la voyager, comme Julien s'apprête à faire voyager la vérité de Solange. Le lendemain matin, la tempête s'était calmée. Les chasse-neige avaient dégagé la route. Julien aurait pu partir immédiatement, retourner à son confort parisien et oublier cette nuit étrange comme un mauvais rêve. Mais il resta assis sur un coin de table du réfectoire, son carnet noir à la main. Il écrivait. Il écrivait fiévreusement, raturant, recommençant. Il n'essayait pas de faire des phrases complexes. Il cherchait les mots justes, les mots simples, les mots qui ont le goût du pain et du vin. Il ne décrivit pas les nuances de la soupe avec son jargon habituel. Il raconta l'histoire. Il raconta la tempête, le froid, la peur. Il raconta l'accueil bourru de Solange. Il raconta la livèche du jardin et le lard du voisin. Il raconta comment, dans un bol en plastique orange, il avait retrouvé l'âme de la France. Non pas la France des musées et des palaces, mais la France qui nourrit, qui protège, qui résiste. Il intitula sa chronique « Le festin des naufragés », pourquoi la meilleure table de France est une cantine scolaire en Lozère. Quand il eut fini, il alla voir Solange. Elle servait du café. « Je m'en vais, Solange !»« Bon vent, fais attention dans les virages. »« Merci, pour la soupe et pour la leçon. » Il hésita, puis sortit une carte de visite de sa poche et la posa sur le comptoir. « Si jamais le maire vous embête, montrez-lui ça. Dites-lui que Julien de La Salle a dit que s'il ferme cette cantine, il commet un crime contre le patrimoine national. » Solange prit la carte, la regarda, et pour la première fois, elle sourit. Un vrai sourire, qui plissa ses yeux. « Allez, file, l'empereur, et mange un peu plus, tu as la peau sur les os. » Le retour à Paris fut étrange. Julien se sentait en décalage. Le bruit de la ville, les lumières, tout lui semblait artificiel. Il envoya son article. Son éditeur l'appela 10 minutes plus tard. « Julien, tu es sérieux ? Une cantine ? Pas de chef étoilé ? Pas de technique moléculaire ? Publie-le, Pierre. C'est le meilleur texte que j'ai jamais écrit. Si tu ne le fais pas, je démissionne. » L'article parut, et il se passa quelque chose d'inattendu. Ce ne fut pas un succès de snobisme parisien. Ce fut un raz-de-marée populaire. Le texte fut partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Des gens de toute la France se reconnurent dans cette description de la soupe, de l'école, de la chaleur humaine.
Des chefs étoilés, touchés dans leur orgueil ou leur nostalgie, commentèrent en saluant l'hommage au vrai goût. Une semaine plus tard, le téléphone de Julien sonna. C'était un numéro inconnu, indicatif de la Lozère. « Allô ? C'est Solange. » Le cœur de Julien fit un bond. « Solange ? Comment allez-vous ? » « Ça va. Dis donc, tu as mis le bazar, toi. J'ai le maire dans mon bureau. Il a reçu des appels de Paris, du ministère, paraît-il. Et des gens qui veulent venir manger ma soupe. Des touristes. Ils veulent réserver. » Elle riait, un rire franc et sonore. « Je leur ai dit qu'ici, on ne réserve pas. On vient si on a faim. Mais le maire, il a dit qu'on allait refaire la toiture de la cantine. Et qu'on ne fermerait pas. Il a trop peur de passer pour un idiot dans ton journal. » Julien ferma les yeux, un sourire apaisé sur les lèvres. Il avait sauvé la cantine. Il n'avait pas changé le monde. Il n'avait pas éradiqué la faim. Mais il avait préservé un petit foyer de chaleur dans un monde froid. « Merci, Julien, » dit Solange doucement. « Si tu repasses, il y aura du rab. »« Je repasserai, Solange, promis. » Il raccrocha. Ce soir-là, Julien de la Salle n'alla pas dîner au Ritz. Il se fit cuire des pommes de terre à l'eau, avec un peu de beurre salé. Il s'assit dans sa cuisine design, mangea lentement et savoura le silence. Il avait enfin compris que le luxe, ce n'est pas l'abondance. Le luxe, c'est la justesse. Cette histoire nous rappelle que nous courons souvent après des mirages, oubliant que les trésors les plus précieux sont souvent les plus simples. Un souvenir, une saveur, un geste de bonté désintéressé. Julien a trouvé sa paix dans un bol de soupe. Et vous ? Où se cache votre livèche, cet ingrédient secret qui donne du goût à votre vie ? Ne laissez pas le bruit du monde étouffer la voix de votre propre authenticité. Si ce récit a réveillé en vous une faim de vrai, ne partez pas sans rejoindre notre communauté. Abonnez-vous, activez la cloche, et ensemble, continuons à chercher la beauté là où personne ne pense à regarder.